Alors, Yuval Noah Harari, c'est vraiment la synthèse à la fois de la quatrième révolution industrielle, mais aussi de toutes les facettes politiques portées par la grande réinitialisation et l'agenda 2030. Pour vous faire une biographie simple, c'est un juif athée de nationalité israélienne, homosexuel et vegan. Voilà. Qui est un conférencier et un conseiller de l'ombre. Il y a des figures qui se ressemblent et j'aime à le rapprocher de Jacques Attali en France, mais à un niveau encore au-dessus, à un niveau mondial. Il a été beaucoup présenté au départ avec son ouvrage best-seller qui s'appelait Sapiens, qui était une description en fait de l'histoire de l'humanité. Et par l'intermédiaire de cette description, qu'est-ce qu'allait potentiellement devenir l'homme du monde d'après. Voilà. Donc son livre Sapiens, c'était Barack Obama à l'époque qui en avait fait, on va dire, la, la, promotion médiatique à un niveau mondial. Et Yuval Noah Harari est très intéressant parce qu'il intervient de manière très fréquente à Davos, c'est-à-dire au mois de janvier de chaque année. Il est souvent présent lors des tables rondes et il est montré comme un modèle d'intellectuel avant-gardiste. Et quand je dis c'est une synthèse, c'est réellement une synthèse. On le retrouve à tous les carrefours, à la fois technologiques, politiques. Si vous lisez les livres d'Harari qui peuvent apparaître terrifiants sur certains aspects, vous aurez une bonne idée de ce que souhaite l'hyperclasse pour édifier son monde d'après et souhaite en tout cas imposer aux populations. Euh, alors, moi, je le rapproche plus de Jacques Attali que Klaus Schwab. En réalité, les livres de Klaus Schwab, bon, je vais pas dire qu'ils sont mal écrits, mais il y a beaucoup d'éléments de langage un peu neutres. Vous savez, c'est beaucoup des fois un peu de la devanture, un peu comme une brochure où on vous présente un peu vaguement les choses, on vous lance des mots-clés. Les livres les plus intéressants à lire, je dis pas que je cautionne évidemment les messages qui sont contenus dedans, mais c'est Jacques Attali, qui a été l'un des premiers dans le monde occidental à parler de la réification de l'homme et à porter l'ensemble des agendas et des programmes mondialistes. Et Yuval Noah Harari, lui, il a un aspect encore plus intéressant parce qu'il est israélien. Il est officiellement israélien. Il était aussi enseignant de mémoire dans une université israélienne. Et il a ce volet où il fait des descriptions techniques, alors qui ont une apparence neutre. Il y a une fameuse phrase où il dit nous en Israël, on a des cobayes, on a une population cobaye où on teste certains outils de surveillance, de cybersécurité. C'est aussi un homme qui dit que l'être humain moderne est un animal qui est prêt à être hacké. Voilà, on est prêt à le hacker pour le manipuler. Donc, c'est des déclarations qui doivent normalement interloquer des gens qui s'intéressent à ces travaux. Et il est intéressant parce que de manière neutre, enfin présenté comme neutre, il arrive à introduire des débats qui posent question, et notamment la surveillance de populations autochtones. Je rappelle que les Palestiniens en Palestine et ce qu'on appelle Israël sont la population autochtone. Et en réalité, comme je le dis souvent, je devrais arrêter de le dire, mais on peut des fois reprocher à certains comment dire, écrivains ou influenceurs ou je sais pas quoi, qui parlent un peu trop de la question israélienne, d'en faire trop et de dire mais ça nous concerne pas, c'est un truc d'arabe. Et en réalité, ça va au-delà de ça. Pour ceux qui ont lu mon premier livre, j'explique qu'en fait Israël, c'est une sorte de consortium. C'est une entité qui est la phase terminale du capitalisme commençant à pourrir. C'est une paraphrase de la citation d'Abraham Léon, du regretté Abraham Léon, qui est mort dans des circonstances particulières pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, je pense, avait bien résumé la situation. Et en fait, Israël est à la fois une entité, un consortium. Donc, un consortium, c'est en fait une entreprise, une association d'entreprises qui regroupe plusieurs entreprises, et on le voit en fait avec les flux d'investissement, la vampirisation de certaines richesses à la fois intellectuelles, technologiques, des flux financiers. Je ne vais pas parler de la taxe carbone, des arnaques à la taxe carbone ou différents scandales politiques et financiers qui viennent souvent abreuver certaines mangeoires à Tel Aviv. Donc il y a comme en fait Israël est une sorte de hub qui doit concentrer à la fois les brevets, la technologie
et aussi a une dimension potentiellement technopolitique dans comment dire, l'espace. Là, je fais une grosse digression, on y reviendra sûrement après. Dans l'espace Europe, Moyen-Orient, Afrique, qui doit remplacer les espaces actuels qui sont structurés autour de nations, et notamment les continents qu'on connaît tous, l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Là, en fait, Israël doit devenir le hub de l'EMEA. Les gens iront voir, c'est sur le site du Forum économique mondial. C'est l'espace, je l'ai déjà dit, mais Europe, Middle East et Africa. Et en fait, Israël doit être la plateforme qui centralise à la fois les points de connexion avec l'Asie, les mers chaudes, la Méditerranée, la mer Rouge, et qui doit, entre guillemets, rayonner et en même temps faire baisser les pôles d'influence traditionnels que sont notamment les nations européennes. Voilà. Là, j'ai fait une grosse digression, mais c'est pour comprendre le rôle d'Israël au niveau mondial. On présente souvent Israël comme un proxy des États-Unis, comme dirait Michel Collomb. En réalité, quand on regarde les véritables rapports de force à l'intérieur des politiques d'investissement, je vais vous dire même de certaines politiques intérieures, notamment aux États-Unis, on va peut-être y revenir, Israël a un rôle fondamental dans l'action qui est menée à la fois diplomatique, mais aussi dans les grandes politiques de développement industriel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a une petite entité qui fait la taille de 2 ou 3 départements français. C'est pour ça que la taille, ça compte pas au niveau géopolitique. Quand on vous dit la France, c'est trop petit pour peser au niveau mondial face à la Chine et aux États-Unis, bah, vous voyez, Israël arrive de plus en plus à peser au niveau mondial alors qu'ils sont tout petits. Voilà. Et même si demain il y a un grand Israël, au niveau du dimensionnement géographique, ce sera jamais les États-Unis ou la Russie ou la Chine. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une petite entité comme Israël arrive à coupler à la fois le rayonnement géostratégique par l'intermédiaire de son armée, qui est surtout une armée hyper et ultra technologisée, et aussi un rayonnement de soft power qui se fait par la finance. Et d'ailleurs, je remercie Géopolitique Profonde d'avoir édité le dossier en 3 parties, parce que c'est vous d'ailleurs qui avez coupé l'article en 3. Et je trouve que les parties ont bien été formées, découpées, puisque vous avez à la fois isolé le facteur quatrième révolution industrielle, le côté idéologique. Ensuite, vous avez isolé plus le côté technique, comment Tsahal met en place certaines technologies et les tests sur certaines populations, notamment la population palestinienne. Et ensuite, quels sont les critères d'identification et la structuration des flux de financement. Et je pense que le découpage en 3 parties était assez pertinent. Voilà. Donc après, pour ceux qui veulent lire et qui ont déjà lu, j'ai déjà eu pas mal de retours, notamment sur les réseaux sociaux, de gens qui posaient des questions, et je vous en remercie. C'est, je pense, un sujet qui mériterait plus que 3 articles, mais là, ça nous a déjà, moi, ça m'a permis déjà, on va dire, de dépoussiérer la question. Et je pense que c'est un élément fondamental, parce que les gens voient Israël beaucoup comme un pays. C'est-à-dire, en fait, on se dit, c'est une petite nation qui essaye de s'en sortir au milieu des méchants arabes qui l'entourent. Et en réalité, ça, c'est un narratif qui a été construit par le capital transnational. La question sioniste, je le rappelle, elle a été sur la table dès 1837. Voilà, pour ceux qui ont lu mon premier livre. Donc, c'est quelque chose qui est très ancien, et ça date pas de 1948 ou même de 1917 avec la Première Guerre mondiale. On est sur une chose qui est très ancienne et qui est liée au développement du capitalisme transnational, notamment avec la création des banques centrales indépendantes. Alors là, j'ai fait une grosse digression, mais c'était pour bien présenter le thème et en fait, juste préciser mon angle d'analyse par rapport à Israël. Yeah.